Yo tout le monde, dit ici Juju tout seul, et aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de la série Netflix originale Daredevil, diffusée de 2015 à 2018, et je pense que je vais aussi parler de la série Defenders en complément, comme ça on se fera toute l'histoire de Daredevil, donc de la version de Charlie Cox de Daredevil chez Netflix, avant que Marvel Studios le récupère et le mette dans des projets comme She-Hulk, No Way Home, Echo, jusqu'à... Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que maintenant on a la série Daredevil Born Again, qui est en cours de diffusion, qui est le revival, soft reboot, canon, plus ou moins canon avec la série Netflix, que Disney Plus vient de sortir, et donc, et bien en attendant la sortie de la critique sur Daredevil Born Again, puisque je la sortirai pas tout de suite car la diffusion de la série n'est pas terminée, donc il n'y aura pas de critique avant le mois d'avril, bah pour faire patienter, par pure envie personnelle, bah j'avais très envie de vous parler de la série Netflix Daredevil, qui est la série qui est probablement l'une des meilleures séries de super-héros de tous les temps, très fortement probable, dans le sens où j'ai grandi avec cette série. Elle est sortie en 2015, j'étais jeune, et je me rappelle encore que c'est la première fois que j'avais entendu parler que j'entendais parler de Netflix, en fait, c'était par rapport à cette série-là, et je me rappelle encore de cette période, je crois que Daredevil c'était la première chose que j'ai binge-watché de ma vie, en fait. C'est que tous les épisodes étaient dispo, c'était tellement original, du jamais vu pour moi à l'époque, que le plaisir de me faire toute une série Daredevil, en plus de me faire une sacrée série Daredevil, c'était un sacré plaisir d'avoir ça quasiment chaque année, du coup, c'était la bonne époque des séries Marvel Netflix, qui était imparfaite, on va en reparler aussi, mais voilà, là on va parler essentiellement de la meilleure série d'entre elles, qui est donc Daredevil. Et déjà mon apport à Daredevil est assez particulier, bah non pas tant que ça, en fait j'ai grandi avec le film de Ben Affleck. J'ai grandi avec le film de 2003 avec Ben Affleck, que quand j'étais gosse j'aimais beaucoup, que j'aime moins maintenant en ayant grandi, mais n'empêche que j'ai quand même une certaine affection avec le film avec Ben Affleck de Daredevil, dans le sens où je trouve qu'il y a des éléments, et là ça peut diviser déjà, je trouve qu'il y a des éléments quand même qui sont meilleurs dans le film avec Ben Affleck, ou qui sont présents, que l'on n'a pas dans la série Netflix. Tu vois, 2-3 éléments, parce que sinon la série Netflix est largement au-dessus du film avec Ben Affleck, mais déjà le film avec Ben Affleck a un meilleur costume Daredevil, déjà, que le Daredevil de Charlie Cox. Déjà il a le DD, et je trouve que c'est quasiment l'un des seuls costumes de comic book des années 2000, on était à fond dans cette mode du costume en cuir, à cause de Matrix, etc., où je trouvais que le costume en cuir allait parfaitement à Daredevil, je trouve que ça collait parfaitement au style de Daredevil, et puis Daredevil c'était un héros qui faisait déjà très gothique, donc il était déjà... il correspondait à l'époque en fait. La musique était très cool, il y a eu bien sûr la chanson Bring Me to Life d'Evanescence qui a marqué ma jeunesse avec ce film, et même si on n'était pas sur une histoire très profonde et giga importante et intéressante, eh bien, je trouvais que les méchants étaient très bien castés, quoi. Je trouvais que Michael Clarke Duncan faisait un excellent Caïd. Bon, ils ont fait la facilité, ils ont pas pris un acteur qui était gros et grand, ils ont pris un acteur qui était bodybuilder et très musclé, mais ça n'empêchait pas le fait que il était excellent dans le rôle du Caïd, et que pour une première adaptation live du personnage, il était très bien, même s'il restait assez stéréotypé en tant que méchant. Pareil pour Colin Farrell, qui était probablement la meilleure partie du film, hilarant dans le rôle du tireur de Bullseye. Il respecte complètement la folie du personnage, même si on est peut-être beaucoup trop dans la parodie, plus que dans la folie que Bullseye est censé retranscrire dans les comics. Mais en tout cas, il était très drôle. C'est vraiment Elektra que j'aimais pas du tout dans ce film. Déjà, je trouvais qu'elle faisait trop caucasienne. Pour moi, Elektra, quand elle débarque dans l'univers de Daredevil, pour moi, elle symbolise un peu le côté exotique, nouveau, étranger, folklorique un peu, qui sort Daredevil de son univers new-yorkais urbain, en fait. Quand tu vois Elektra, tu te dis, oh merde, il y a les ninjas qui vont débarquer, quoi. Vu que c'est un personnage qui provient de la Grèce, mais qui n'est pas forcément caucasienne, elle est souvent typée dans les différentes versions où on la dépeint, et je trouvais que Jennifer Garner faisait trop caucasien, et puis tu avais cette scène qui était très mauvaise, de la confrontation dans le terrain de basket, il me semble, qui était super kitsch. Mais il y avait des points que j'aimais bien, par exemple, on va le comparer avec la série Netflix, donc je vais garder cela pour ma critique sur la série Netflix, mais il faut savoir que moi, j'ai surtout grandi avec le film de Ben Affleck, et que c'était qu'après que je me suis intéressé aux comics, même si je n'ai pas lu beaucoup de comics de Daredevil, mais je connais l'univers, je connais les runs un peu connus, et je connais les grandes lignes sur les personnages, et pour moi, la série Daredevil de Netflix, pour moi, c'est une excellente série, peut-être une grande série. En tout cas, certaines saisons, pour moi, sont des grandes saisons. Peut-être pas toutes, parce qu'il y a quelques saisons qui sont plus imparfaites que d'autres. Mais par rapport à ce que Disney va faire de Daredevil dans Daredevil Born Again, et je peux déjà le dire parce qu'on a déjà eu les 2 premiers épisodes qui sont sortis au moment où je tourne cette critique, ça ne va jamais battre le level de qualité qu'avait Daredevil. Je ferai le comparatif durant ma critique de Born Again, mais on va déjà évoquer les qualités intrinsèques de la série Daredevil, qui sont assez fortes, quoi. C'est que visuellement la série est absolument magnifique, quoi. L'éclairage est excellent. Déjà, j'aime beaucoup le fait que la patine, en tout cas dans les premières, deuxième saisons, je trouve qu'il y a une patine qui fait presque pellicule dans la série Daredevil. Je trouve qu'il y a un grain
qui est visible à l'image, un grain qui crée ce côté, je sais pas comment dire, mais palpable, ce côté, une ambiance, ça crée une ambiance, ça crée un style, ça crée une patine visuelle qui rend le tout, assez, qui correspond à l'univers terre à terre et corrompu et sale un peu, qui est censé retranscrire Daredevil. Et je trouve que déjà cette patine un peu en pellicule avec du coup la série qui est filmée en format série télé qui prend tout le cadre, donc correspondait très bien à les visions du personnage. Et puis le fait qu'à chaque fois qu'il fasse nuit, c'est beau quoi. C'est que t'as des grosses, ils aimaient bien dans les décors en intérieur, ils aimaient bien mettre des grosses LED derrière les fenêtres, mais des LED avec des gélatines jaunes ou vertes pour créer une ambiance. C'est quand tu vas dans la salle de gym de chez Daredevil, le gymnase de Fogwell, il fait jaune là-dedans. Tu vas dans l'appart de Daredevil de Matt, il fait violet parce que tu as le gros panneau lumineux qui fait tout le visuel de sa maison en fait, de son appartement, et qui marche très bien avec le fait qu'il soit aveugle et que du coup ça le dérange pas qu'il y ait ce néon en face de lui, mais visuellement ça crée une ambiance qui est assez forte. Et puis il y a plein de décors. Bien sûr on joue beaucoup avec la couleur rouge quand il s'agit de Daredevil, mais quand il pleut, il peut faire bleu, il peut avoir des séquences où il fait bleu, des séquences où il fait vert. Il y a toujours des jeux de lumière qui sont très très bien mesurés dans la série Daredevil, c'est très très clean en termes d'utilisation de la lumière, très clairement, c'est très classe, très chic, et il y a vraiment ce côté série caviar dans le visuel, c'est qu'on sent la minutie dans la manière dont telle lumière est placée pour créer une ambiance assez forte de ce New York, de ce Hell's Kitchen polluant que l'on découvre dans cette série, ce qui fait que visuellement la série est assez implacable, surtout qu'on a aussi beaucoup de money shots et de plans fixes qui sont magnifiques en termes de cadrage, de composition des plans, du cadre, et les scènes d'action sont pour la grande majorité en tout cas très très bien découpées, c'est sans que ce soit le découpage du siècle, en tout cas elles sont quasiment toutes lisibles. Certaines séquences sont peut-être un peu sombres dans l'imagerie, mais de manière générale, tu as quand même des scènes d'action qui sont très très lisibles et qui fonctionnent quand même, et c'est aussi ça qui marche bien avec cette série, c'est que beaucoup de scènes d'action fonctionnent surtout grâce au son, au jeu du son, parce qu'on joue beaucoup bien sûr avec le Louis de Matt Murdock de Daredevil, ce qui fait que même si tu vois pas, même si l'éclairage est peut-être un poil sombre dans la scène d'action, t'entends les bruits de coups de poing, t'entends les bruits de pistolets qui sont rechargés, t'entends tout ça, et du coup tu comprends, t'arrives quand même à te retrouver dans la spatialisation de l'action, quoi. Et c'est ça qui rend les scènes d'action quand même réussies dans la série Daredevil, c'est qu'on sent l'impact des coups, on sent l'impact des sons, et on sent l'utilisation des capacités du personnage, qui vont le mettre à son avantage dans ces scènes d'action, sans compter le fait que tout est plus ou moins bien découpé. Les scènes d'action en général sont très visibles et très bien découpées, ce qui font qu'on est sur parmi les meilleures scènes d'action de l'univers Marvel qu'on a eu, quoi. On a vraiment d'excellentes scènes d'action, compter la musique qui est magnifique, que ce soit le générique absolument culte, qui me fait rire parce que ce générique-là va devenir le mock-up des 3/4 des génériques Netflix qu'on va avoir, c'est-à-dire ce générique où tu vas avoir des modèles en 3D, la caméra va tourner autour de modèles 3D ou va mettre un focus sur des modèles 3D, et en fait tout ça c'est juste le générique en fait, c'est des modèles 3D qui sont montrés, et t'as le nom des acteurs, de l'équipe technique qui est indiqué pendant qu'on te montre ces modèles 3D en générique, et c'est exactement ce que Netflix va faire ensuite avec des séries comme The Crown, comme Arcane, comme Haunting of Hill House, qui a le même générique que Daredevil, ça m'avait bien fait rire. Donc Daredevil c'est OG. Daredevil c'est l'original, c'est OG, c'est lui qui a fait ce générique en premier, et quel générique, un générique culte, bien sûr avec la ville de New York en sang, donc en sang perpétuel, donc pleine de péchés, jusqu'à l'apparition du diable qui va devoir les sauver, et donc c'est générique avec la musique qui est absolument iconique, de Joe Pantoliano, je crois, j'ai dû défoncer son nom de famille et j'en suis désolé, mais ce thème absolument culte avec ces petites notes de piano et ce côté très mélancolique, il y a un côté christique mais très délicat dans les notes de musique qu'on a, et à la fois parfois il peut partir sur des notes beaucoup plus rock, beaucoup plus vénères, notamment je pense encore à la séquence de l'épisode 1 où tu as Daredevil qui s'entraîne au gymnase, et là tu as une musique qui est très très forte et qui fait très urbaine, qui accompagne bien la BO. Là où la BO du Caïd, je trouve que le Wilson Fisk a une BO qui est beaucoup plus posée, il y a une BO qui est beaucoup plus mélodieuse, beaucoup plus calme, qui fait l'esthétique un peu pesante du personnage, et puis même la BO du Punisher, elle est beaucoup plus dans la névrose, je trouve, ça va beaucoup plus dans l'offensif, c'est une BO qui est très offensive, donc c'est que t'entends cette musique, tu sens qu'il arrive, quoi, c'est ça qui marche bien. Et donc la musique de manière générale, que ce soit dans le jeu des univers un peu plus ninja, dans les univers un peu plus orientaux aussi, la musique arrive à se renouveler, ce qui fait que la technicité de la série Daredevil est globalement assez réussie, surtout pour une série de 13 épisodes qui arrive surtout en première saison, à varier autant de décors qu'il peut pour raconter une histoire des plus riches. Et c'est aussi ça qui me surprend, c'est que maintenant qu'on est habitué aux séries de 9 épisodes, et que je trouve que Netflix nous a quand même beaucoup essoufflé avec leur saison de 13 épisodes d'1 heure,
de 50 minutes environ, bah, j'avais peur de beaucoup m'emmerder en regardant les 3 premières saisons de Daredevil. Surtout que cette fois, il faut savoir que les parties les plus divertissantes de cette série, c'est surtout les parties sur Daredevil, sur le Caïd et sur le Punisher. Et là, je tenais quand même sur ce revisionnage à me focaliser quand même un peu plus sur les parties sur Foggy et Karen, pour voir si vraiment leur partie était intéressante et que c'était juste que moi j'étais jeune et j'étais con quand j'étais jeune, et donc j'étais juste pas focus sur les personnages secondaires, alors que pourquoi pas, il y a aussi des thématiques intéressantes à développer sur eux. Et pour moi, la saison 1 est une quasi-perfection. La saison 1 est absolument excellente, 13 épisodes parfaitement utilisés, pas une minute à enlever quasiment, j'adore la saison 1, c'est la meilleure saison que Marvel Netflix n'a jamais faite, et probablement la meilleure saison que Marvel Studios, Marvel Television nous ait jamais offerte. C'est vraiment une saison absolument impériale, et jamais ils ont fait mieux, j'ai l'impression. Mais la saison 1, insurpassable, à ce stade c'est impossible. C'est juste l'épisode 1. L'épisode 1, tu as le décor de l'appartement de Matt Murdock en néon, tu as Karen qui est accusée d'avoir tué son collègue, et ça te crée la transition entre Nelson et Murdock qui rencontrent Karen, et donc on résout cette petite histoire qui va se connecter à la grande histoire plus tard. Et donc tu as cette séquence iconique du combat sous la pluie, où on joue avec les sens de Daredevil, qui entend une chaîne cogner un mur ou quelque chose, et on entend les bruits de pluie, les bruits du tueur qui veut essayer de tuer Daredevil. Il y a une telle maîtrise dans la technique qui est parfaite, quoi. C'est dinguerie d'esthétique, d'écriture et de dialogue aussi. L'écriture des dialogues sont très très bons aussi. C'est que on lâche vraiment des tacles, des dialogues percutants qui peuvent te marquer à l'esprit et qui sont vraiment très très bien trouvés. Et l'histoire est tellement bien ficelée, puisqu'il y a tellement de conspirations, tellement de sous-intrigues qui sont reliées à un tel personnage ou à tel personnage, qui finit par tous se relier à un seul point central dans cette saison qui est Wilson Fisk le Caïd, et qui se résout de façon cohérente par rapport à tout ce que l'histoire nous impose dans l'intrigue. Et c'est ça qui rend la saison 1 d'autant plus excellente, surtout que en 13 épisodes, on pourrait se faire chier, quoi. C'est 13 épisodes de 1 heure, c'est quand même beaucoup. À l'époque, c'était pas tant que ça, parce qu'on était encore à l'époque des saisons de 25 épisodes, mais là, ça restait quand même pas mal. Maintenant, à l'époque d'aujourd'hui, maintenant, on a des saisons de 8 épisodes, on va dire. Et faut dire que tout est parfaitement bien géré, parce que cette saison 1, après, et puis en général, toute l'œuvre globale de Daredevil s'inspire très très fortement et adapte quasiment l'œuvre de Frank Miller, parce qu'il faut savoir que Daredevil a été créé en 1963 ou 4, il me semble, par Stan Lee et Steve Ditko, me semble-t-il, et que c'est eux qui ont instauré le lore avocat de Daredevil, le fait qu'il était fils d'un boxeur, le fait que ce soit un ninja, et le fait qu'il affronte la criminalité avec Foggy et Karen. Mais la grande majorité de la mythologie de Daredevil, le personnage, l'auteur qui a vraiment changé Daredevil à tout jamais, c'est Frank Miller, que vous connaissez peut-être pour The Dark Knight Returns, pour 300, l'un des plus grands auteurs de l'histoire des comics, très très clairement. C'est lui qui a inventé l'immense majorité de la mythologie du personnage. C'est lui qui a fait du Caïd, qui à l'époque était un ennemi de Spider-Man à l'époque. Et c'est Frank Miller qui l'a intégré dans l'univers de Daredevil et qui a fait de lui le pire ennemi de Daredevil, et ce qui a donné lieu à certaines histoires les plus iconiques de Daredevil. Et c'est lui qui a créé Elektra, c'est lui qui a créé Bullseye, et qui a créé tout le lore sur la main, sur Stick, et donc sur les différents passages des comics qui vont impacter le personnage. C'est lui qui a commencé à rendre le personnage extrêmement sombre dans ses aventures, et très adulte et très urbain, ce qui va être plus ou moins une prémisse de ce qu'il va faire avec The Dark Knight Returns, puisqu'il me semble qu'il a fait ça avant ou après, je ne sais plus s'il a fait ça avant ou après The Dark Knight Returns, mais on sent un peu l'impact The Dark Knight Returns dans son œuvre, dans ce qu'il a fait de Daredevil, et cette saison 1 reprend cet aspect-là, notamment par le costume, vu que le costume qu'a Daredevil dans cette saison 1 est le costume de prototype noir en tissu que porte la version de Frank Miller dans les comics, à quelques différences près, vu que dans les comics il a un sweat, là il a un t-shirt noir juste. Et moi je trouve que la saison 1 est déjà très très rythmée, parce qu'on découvre les personnages de cette saison en fait. On les découvre tous, c'est la première saison, on les découvre, et donc on a beaucoup d'épisodes flashback, qui sont super intéressants et qui te permettent de bien remplir les 13 épisodes et de bien varier l'intrigue principale avec la mise en parallèle sur qui sont ces personnages en eux-mêmes, quoi. C'est le premier épisode, tu découvres du coup Matt Murdock qui est aveuglé. Dans le deuxième épisode est focalisé sur la mort de son père, sur le fait que son père était un boxeur et qu'il a eu du mal à prendre soin de Matt Murdock depuis qu'il est devenu aveugle, et que Matt a grandi dans la pauvreté, dans la précarité, et qu'il a toujours été un grand fan de son père, un admirateur de son père qui était un boxeur qui était imparfait certes, qui était corrompu dans un sens, et qui s'est sacré et qui est mort pour son ego en fait, pour satisfaire son fils et pour que son fils ait une dernière image positive de lui. Et c'était une thématique qui était super intéressante dans ce deuxième épisode, qui dressait le parallèle
entre le fait que Daredevil rencontre Claire Temple. Claire Temple, qui dans les comics est l'une des Night Nurse des comics. Les Night Nurse, ce sont entre guillemets des super-héroïnes, qui sont les médecines qui sauvent les super-héros dans l'univers Marvel. Et donc là, normalement, Daredevil a plus une relation avec Linda Carter, il me semble, qui est la Night Nurse principale dans les comics, mais là ils ont mis Claire, jouée par l'excellente Rosario Dawson. Et du coup, on met en parallèle ça avec le fait qu'il rencontre Claire et que du coup, on remet en question qui est ce héros, quelle est sa réputation, et le fait qu'il ait peut-être failli tuer quelqu'un en le balançant sur une poubelle et en l'ayant mis dans le coma, jusqu'à le premier plan séquence iconique de la série, ce plan séquence de fin de l'épisode 2 qui est absolument culte, et le plan séquence qui deviendra un gros leitmotiv classique de la série, c'est qu'il n'y a pas une saison sans plan séquence, je suis dans l'univers de Daredevil. Si on parle de flashback, on avait aussi l'épisode 7 qui nous introduisait l'entraînement de Stick, l'introduction du personnage de Stick, joué par l'excellent Scott Glenn, qui est extrêmement charismatique dans le rôle de ce vieillard qui doit avoir 90 ans mais qui est super fort au combat, qui est super graveleux dans son langage, qui est un giga connard mais qui a peut-être au fond de lui un certain attache, une certaine forme d'humanité à l'intérieur de sa coquille vide de guerrier sans émotion, et ça rend le personnage à la fois extrêmement détestable parce qu'on voit qu'il a été plus ou moins cruel quand il a entraîné Matt en tant que ninja entre guillemets pour sa guerre, et en même temps tu ne peux t'empêcher de t'attacher à lui parce qu'on sent que depuis à la mort de son père, Stick, c'était tout ce qu'avait Matt, en fait. Que c'était tout ce qu'il avait, et ça restait une figure paternelle pour lui. Et donc mettre en parallèle sa backstory sur comment il arrive à repérer ses sens pour la première fois grâce à Stick, comment il arrive à se battre, jusqu'à la séquence de fin où il offre un cadeau à Stick, et Stick, lui, ne veut pas d'attache émotionnelle, et donc détruit son cadeau, entre guillemets. Tout ça pour qu'à la fin, en fait, on découvre qu'il avait gardé son cadeau, et donc on suspecte que Stick a quand même une attache émotionnelle envers Matt. Et ça c'est le parallèle qui est assez beau avec le fait que Stick, en fait, il débarque à New York pour tuer un enfant, en fait. Il a entraîné un enfant, et là, il vient pour tuer un enfant, et du coup, Matt Murdock, il comprend, il déteste la vision de Stick, pour lui, il faut pas tuer, quoi. C'est aussi ça qui est intéressant avec le personnage, c'est sa foi catholique, qui fait que pour lui, toute vie est sacrée, et aucune vie ne devrait être enlevée, c'est que il croit à la rétribution de toutes les personnes impossibles, et donc il refuse de voler des vies, et donc il voit Stick qui bute un enfant comme ça, il peut pas supporter ça, et donc ça nous a conduit à un excellent épisode sur la formation de Daredevil, puis on avait également l'épisode, me semble-t-il, l'épisode 10, qui nous a montré l'étape suivante, qui était les premiers jours de Daredevil en tant que justicier, et ses premières journées de colloque en tant que futur avocat avec Foggy, et la rencontre avec Foggy, ça se voit que Foggy c'est un gros nerd avec ses cheveux longs, etc., assez grassouillé. Et là, on repère une rencontre qui est extrêmement touchante entre les deux, qui sont des personnes qui s'aiment, qui se respectent énormément, qui sont les meilleurs amis du monde. Matt, qui est quelqu'un qui est extrêmement classe, bien posé, Foggy, qui est le mec un peu énergique, qui est la pile électrique du duo. Et c'était super intéressant de voir leur morale se développer, de les voir devenir meilleurs poteaux, puis de les voir faire un stage pour une firme extrêmement connue, mais c'est une firme qui bosse mais c'est une firme capitaliste qui met en profit que les plus riches. Et donc c'est ça qui va mener à la création du cabinet Nelson et Murdock, qui va peser sur la balance de la moralité de ces personnages-là qui veulent créer un cabinet pour le bien des gens, tant pis si ça ne leur apporte pas tant d'argent que ça. Et donc on avait également l'épisode 8, sur les origines de Wilson Fisk, ces origines qui sont super intéressantes aussi, et qui remettent en parallèle la nature profonde du personnage par rapport à celle de Matt Murdock. C'est que ça a toujours été super intéressant la manière dont ils ont réussi à mettre en parallèle la rivalité entre le Caïd et Daredevil, dans le sens où on est sur deux personnages, deux enfants de New York, de Hell's Kitchen, qui ont grandi face à un père violent. L'un a privilégié sa violence pour que son fils ait les meilleures études possibles, tandis que l'autre a tué son père parce que sa violence le malmenait, lui et sa mère, et donc il en avait marre de vivre avec ce monstre, et il a choisi de devenir ce monstre et d'hériter de la monstruosité de son père pour le tuer lui au final, ce qui met un parallèle extrêmement intéressant entre ces deux personnages-là, qui aiment Hell's Kitchen au plus profond de leur cœur, et c'est ça qui était super intéressant dans cette saison. Moi je peux vous énumérer quasiment tous les épisodes, parce que tous les épisodes sont structurés comme une série télé, quoi. C'est chaque épisode aide la grande intrigue à avancer, c'est qu'il n'y a pas de filler quasiment, il n'y a quasiment pas de filler, c'est que tout soit va t'apporter des connaissances sur les personnages, soit va t'apporter des connaissances sur l'intrigue, mais tous les épisodes ont leur structure individuelle qui font que ça reste des épisodes de série télé, et qui fait que contrairement à certaines séries Disney+, par exemple, je peux vous citer au moins tous les épisodes de la saison 1 de Daredevil, quoi. Je sais quel épisode est tel épisode, quoi. Puisque, comme je dis, il y a l'épisode 1 où il sauve la vie de Karen, l'épisode 2 avec Claire et les flashbacks sur la mort de son père, l'épisode 3 où du coup on a le droit à la première grande affaire de Nelson et Murdock où ils doivent essayer d'inculper un mercenaire, un tueur en série, un tueur à gages qui a tué un mec dans un bowling, et c'est ça qui mène à un foreshadowing parfait de l'introduction de Wilson Fisk,
qui est vraiment le personnage dont tu ne connais pas le nom, dont on ne doit pas nommer par son nom, qu'on ne voit jamais, on le voit de dos vite fait, et là, le premier mec qui lâche son nom de l'histoire de la série télé, bah après avoir lâché son nom, le mec se suicide devant Daredevil, et après, tu introduis le Caïd, qui a l'air d'être un personnage extrêmement horrible, détestable, terrifiant, et tu introduis dans un environnement mélancolique, dans un environnement presque de faiblesse, où il est devant un tableau, il a l'air presque attristé devant ce tableau, et il parle avec une femme qui semble regarder plein d'amour, et tu te dis, mais ce personnage-là, c'est un personnage qui est giga touchant, en fait, peut-être, on sent qu'il y a une brisure, une cassure en lui, et puis l'épisode d'après, bah, il va massacrer la tête d'un gars, il va décapiter un gars avec une portière de voiture, donc c'est ça qui marche avec cette série, quoi. Puis ensuite, t'as tout l'arc avec les Russes, où l'épisode 5, bah, t'as le Caïd qui va faire porter le chapeau à la mort de Anatoly, le frère russe, pour Vladimir, à Daredevil, donc il fait porter le chapeau à Daredevil, et donc tout ça va mener à l'épisode 6, cet épisode de huis clos, tu as Daredevil qui est enfermé dans ce bâtiment avec donc Vladimir le Russe, et il va tout faire pour essayer de lui sauver la vie, mais il se rend compte qu'il pourra jamais lui sauver la vie, et donc il va essayer de survivre sans lui, entre guillemets, et c'est là qu'on a la première confrontation entre ces deux personnages, donc avec les talkie-walkie qui est super intéressante, et c'est aussi là qu'on repère les débuts de corruption avec la police de New York, qui sont tous corrompus sous la joug de Fisk, qui font croire qu'ils se font tuer qu'ils se font blesser par quelqu'un et le tuent alors qu'en fait ils se sont blessés eux-mêmes. Donc c'est super intéressant. L'épisode 8 également, parce que justement, c'est ça qui marche bien avec l'évolution du personnage de Wilson Fisk, c'est qu'on est sur un personnage qui se cache dans l'ombre, et sa tenue vestimentaire est là pour refléter son évolution psychologique en fait. C'est que c'est un personnage qui se rend compte que pour survivre, pour gagner sa ville, il va devoir se révéler dans la lumière, et donc en se révélant dans la lumière, bah, il va porter des vêtements de plus en plus clairs, donc durant toute la série il est fringué en noir, et puis la première séquence où il va se révéler à la fin de l'épisode 8, bah, il va s'habiller en gris, et puis il va s'habiller en bleu, et puis bien sûr en saison 3 il va enfin devenir le Caïd, et s'habiller en blanc, la couleur iconique du personnage du Caïd. Donc il y a toute une progression qui est super bien amenée dans la diégèse de cette série télé, et qui fait que l'épisode 8 sur sa backstory, sur d'où il vient, et sur ce qu'il devient à la fin, est absolument prodigieux, et j'avais absolument adoré l'épisode 9, et on en parlera pour la saison 2, mais la main les gars. Ils n'ont jamais fait une scène d'action aussi excellente, aussi réussie, concernant la main, que celle de l'épisode 9, qui est l'épisode qui introduit, entre guillemets, pour la première fois la main, en fait. Ils introduisent la main, et ils n'ont jamais fait mieux avec la main, quoi. Alors que la main, ils en ont fait des sauces et des sauces avec la saison 2 de Daredevil, avec Defenders, avec Iron Fist. Et là, cette séquence où tu as Daredevil qui affronte un ninja fringué en rouge. D'ailleurs, ça m'a toujours déçu qu'aucun ninja de la main dans la saison 2 ait le même habit rouge, donc que Nobu dans l'épisode 9, parce que pour moi, la main, ils sont surtout connus pour être fringués en rouge et pas en noir, contrairement à la saison 2 de Daredevil. Mais du coup, il a la tenue de la main, et là, il affronte Daredevil, et donc là, on n'a jamais vu Daredevil autant souffrir devant un combat, le voir se faire avoir, et donc à la fin, il remporte le combat par intelligence. Et ce combat est absolument excellent, l'un des meilleurs combats de l'histoire de la série, où il se fait démonter par Nobu, qui le démonte avec sa lame accrochée à son câble, et qui vraiment, il le tue presque, quoi. C'est une boucherie ce combat-là, jusqu'à qu'ensuite t'as le Caïd qui débarque, qui profite de la faiblesse de Daredevil pour le malmener encore plus. Donc, et ensuite on a eu la parfaite mise en parallèle en épisode 10, de l'amitié entre Foggy et Matt quand ils se sont rencontrés, et de l'état de leur amitié quand Foggy découvre que Matt est Daredevil dans ce même épisode 10, ce qui crée une mise en parallèle absolument parfaite dans cet épisode. Et ensuite, tu as l'épisode 11 qui, du coup, ramène Daredevil en course. Et donc là, on rencontre le personnage de Melvin également. On va en parler des personnages de toute façon, et donc avec la mort de Wesley. Et épisode 12, du coup, qui va montrer Daredevil confronter du coup, Madame Gao jusqu'à le grand final. Donc le grand final qui est... le grand final, c'est le truc qui divise les gens, le grand final. Moi, j'ai une grosse affect pour le grand final, dans le sens où... Pendant toute la série, on te foreshadow le fait que Daredevil a besoin d'une armure pour survivre, parce que le mec se fait beaucoup trop laminer physiquement, et donc à la fin il a son costume, et autant oui, je trouve que le costume est bien en lui-même, mais le masque, oui, c'est vrai que le masque lui donne un peu une tête de chat. C'est vrai que le masque, il rend pas si bien que ça, mais je trouve que l'éclairage un peu violet, bleu obscur, je trouve fait que le costume rend bien dans l'éclairage de Hell's Kitchen. Je trouve que dans les décors, il rend bien. Devant un caméra, le costume rend bien. Ce qui fait que j'ai pas un grand problème avec le costume. Même si de toute façon, ils vont corriger ce problème-là avec le masque en saison 2 de toute façon. Mais pareil, le combat final entre le Caïd et Daredevil en saison 1, découpage parfait, combat parfait, et il y a absolument rien à redire sur ça. Ce qui fait que la saison se termine sur la perfection avec Daredevil qui devient une célébrité, qui devient le héros de Hell's Kitchen, le diable de Hell's Kitchen. Et voilà, c'est ce que je vous dis, c'est que Charlie Cox est un casting absolument parfait quoi, pour le rôle de Daredevil, parce que pour moi Daredevil, je pense que c'est un des personnages les plus fascinants à jouer de l'univers Marvel, parce que c'est un personnage qui promet une variété de thématiques et d'acting différents.
en fait. C'est un personnage qui... C'est pas un personnage comme par exemple, je vais peut-être dénigrer certains personnages entre guillemets, mais comme par exemple Steve Rogers, qui est un boy scout, qui est un homme bien de base, et qui ne va pas fondamentalement changer son essence en évoluant durant les films Marvel, par exemple. Daredevil, lui, c'est un personnage qui t'impose diverses thématiques, quoi. À la fois, c'est un personnage qui est doté d'un handicap, qui est aveugle, et donc en plus c'est un personnage aveugle, mais pas complètement aveugle. Il a un handicap particulier. C'est que quand il marche comme une personne aveugle, il joue la comédie en fait, parce qu'il peut se déplacer sans sa canne. Hein. Donc c'est un personnage, à la fois c'est un aveugle, mais pas un véritable aveugle. Donc il y a une mise en abîme qui est intéressante à jouer pour ce personnage-là. En plus de ça, c'est un personnage qui est catholique et donc qui a une foi catholique qui le remet constamment en question en tant qu'humain. Et limite, il y a ces séquences super intéressantes qui ont limite ce côté session de thérapie avec le père Lantôme, qui est un très bon personnage également joué par un très bon acteur qui était dans le film de Visite de Shyamalan, qui joue un rôle totalement différent, mais qui est très attachant et qui est aussi une autre figure paternelle du coup de Matt Murdock. Donc ces séquences où tu as le père Lantôme qui devine que Matt est Daredevil, et Daredevil qui s'excuse d'avance du fait qu'il va commettre un péché avant de le commettre, et qui essaye de se demander si lui n'est pas un envoyé de Dieu en fait, si Daredevil Matt lui-même n'est pas un envoyé de Dieu, et que cet acide qui s'est pris dans les yeux n'est pas un signe pour lui de gagner une nouvelle vue qui va lui permettre de devenir l'émissaire de Dieu. Mais en devenant cet émissaire de Dieu, il est obligé de se recouvrir de péché, et donc par essence il devient le diable en fait, parce que tout ce qu'il commet, c'est blesser des gens, c'est torturer des gens, et par essence il devient un être qui n'est pas pur, qui est donc impur, qui fait qu'il est quelque part le diable en fait. Donc il y a tout le jeu sur la foi et sur la religion catholique qui rend le personnage super intéressant. En plus, c'est un avocat. Qui dit avocat dit des tonnes de monologues pour un acteur, et ça va être le bonheur pour un acteur. C'est un personnage qui doit miser sur une défense, qui doit défendre cette défense jusqu'à gagner son procès en du coup convaincant les gens. Et Charlie Cox est absolument prodigieux sur ça. En plus de ça, c'est un super-héros masqué qui se bat avec un masque qui est à moitié un ninja, parce qu'il a été entraîné par un ninja pour combattre une guerre de ninjas, et qui est à moitié un boxeur, parce qu'il est fils de boxeur et qu'il a plus ou moins mémorisé les coups de son père, et parce qu'il ne cesse de renfouler la rage de boxeur, de hargne, qu'il a récupéré de son père en termes d'hérédité, sans compter le fait que Matt Murdock, c'est aussi un personnage qui est extrêmement charmeur. Bien sûr, il y a le charme de l'aveugle, qui fait, en tout cas dans les comics, c'est un sacré charreau, on va dire. Et dans la série là, et en général dans le MCU de manière générale, ils ont plutôt bien respecté le côté, Daredevil, c'est quand même un sacré charreau, quoi. C'est entre sa relation avec Karen, sa relation avec Claire, plus brève, et la relation avec Elektra, c'est quelque chose qu'ils ont très bien développé, qui fait que le personnage, c'est un personnage qui est fascinant à interpréter, et c'est ça qui le rend excellent dans ce qu'il fait, quoi. C'est un personnage absolument excellent. Aussi, c'est comme il y a ce côté diabolique dans le personnage de Daredevil, c'est qu'à tout moment, c'est pas comme Batman, parce que Batman est en général un personnage qui est relativement stable dans son allégeance, quoi. C'est un personnage qui, moi je ne tue pas, je ne tuerai jamais. Et même si on va essayer de me pousser à bout, je ne tuerai pas quand même, quoi. C'est comme ça que le Joker finit tout le temps vivant face à Batman. Là où Daredevil, il y a toujours eu cette instabilité qui fait qu'à tout moment, il peut péter un plomb et il peut avoir l'envie de tuer, quoi. Et c'est ce qui lui arrive souvent dans la série, c'est qu'à la fin de la saison 1, il veut clairement tuer Wilson Fisk, jusqu'à qu'ensuite sa morale lui prend le dessus et fait qu'il épargne Wilson Fisk, et il voudra davantage le tuer, en plus en saison 3 également. Donc c'est un personnage qui à la fois a ce côté diabolique, c'est que des fois il peut te lâcher des sourires de plaisir, quoi. C'est que le mec il peut se battre et à un moment donné il peut te lâcher un sourire, et quand il lâche un sourire, tu te dis que le diable est réveillé, quoi, que maintenant le mec il va te massacrer, quoi. Donc c'est un personnage qui est extrêmement imprévisible, parce que autant c'est censé être un super-héros, autant il est très près de la limite du anti-héros, quoi. Et c'est ça qui le rend absolument excellent, dans le sens où ils ont vraiment incarné toutes les facettes iconiques du personnage de Daredevil des comics, et notamment des runs de Frank Miller qu'ils ont adapté là. Et c'est ça qui fait que Charlie Cox est absolument parfait dans le rôle qu'il joue dans cette série, sans compter les références, bien sûr, en comics, notamment le fait que le My Good Box de son père soit du code couleur, du costume jaune et rouge des comics originaux de Stan Lee, de Daredevil par exemple, le fait qu'il se nomme Mike quand il rencontre Claire, qui est une référence aux comics, où il y a une période des comics où il s'est passé pour Mike Murdock, qui serait le faux jumeau de Matt Murdock par exemple. Donc il y a des petits rêves comme ça. Et sinon, on a le personnage de Foggy qui est assez fidèle aussi à ce qu'on imagine des comics, qui est le meilleur ami de Matt, qui est un mec qui est très ouvert, très sociable, qui lui aussi a d'excellentes lignes de dialogue. C'est que Elden Henson est vraiment excellent dans le rôle, de façon à ce que c'est un personnage qui est dans une série qui est si nihiliste, si froide dans un sens. C'est lui qui apporte l'humour, qui apporte la légèreté,
et qui apporte l'optimisme que ce type de série a besoin en fait. C'est aussi ça qui rend Foggy singulier et qui justifiera peut-être un certain choix dans Daredevil Born Again. C'est que Foggy est trop bon pour ce monde en fait. C'est qu'absolument tous les personnages principaux de cette série sont des personnages qui ont des choses à se reprocher, ce sont des personnages détraqués à minima. Là où Foggy, c'est le seul qui est un mec normal en fait. C'est que dans cette saison 1, c'est un mec qui va tout faire pour défendre Madame Karen Page au début, pour la faire d'elle sa meilleure amie. Il est même un peu amoureux d'elle. Et il y a aussi toute cette intrigue qui est très touchante où ils essayent de sauver Madame Cardenas, donc cette femme d'origine espagnole me semble-t-il, qui habite dans un appartement miteux et qui devient presque une figure maternelle pour Karen et Foggy, et qui va finir par mourir de la pire des manières à cause de Wilson Fisk. Et donc Foggy, c'est un personnage qui est extrêmement humain, et même si les fans ont eu tendance à beaucoup se plaindre de l'attitude de Foggy quand il a découvert que Matt était Daredevil, je trouve que ses réactions sont très réalistes, quoi. C'est que c'est un personnage qui depuis le début a vécu avec ce mec-là, et se rend compte que ce mec-là pouvait entendre ses battements de cœur, pouvait savoir qu'il mentait depuis le début, et donc ils se sont trahis par essence en fait. Et c'est ça qui rend le personnage intéressant dans la rivalité qu'il a peut-être eu avec Matt durant la saison 1 de Daredevil, et qui fait que la firme Nelson et Murdock est souvent instable. Et d'ailleurs ils arrivent parfaitement à remettre en valeur la firme Nelson et Murdock en tant que jeune firme, dans le sens où on joue beaucoup sur les événements de la bataille de New York, du film Avengers, et on te dit que c'est vraiment cette bataille-là qui est devenue le grand cataclysme de pourquoi la pègre a pris le dessus, de pourquoi les loyers ont augmenté leur prix, et de pourquoi autant de personnes sont pauvres, et autant d'immobiliers sont managés par des personnes corrompues. Et c'est ça qui du coup rend l'évolution de Nelson et Murdock d'autant plus satisfaisant, parce qu'au départ ils ont pas d'argent, ils ont rien du tout, et ils doivent trouver cet équilibre entre défendre des gens qui n'ont rien mais qui ont besoin d'eux humainement parlant, et défendre des gens qui pourront leur assurer une somme d'argent quelconque en fait. Et c'est ce qu'on a vu par exemple quand Wesley était venu leur proposer leur somme d'argent pour défendre le criminel de l'épisode 3 par exemple. Et donc il y a une évolution sur les moyens, sur la pauvreté, sur la puanteur entre guillemets de Hell's Kitchen, qui fonctionne de feu de Dieu par rapport à cela. Et je trouve que l'évolution de Foggy est davantage perfectionnée par rapport à tout l'arc qu'il a dans toute la série, en fait. C'est que ensuite il redevient pote avec Matt Murdock, et ensuite il y a tout le conflit, toute l'affaire Punisher, qui va tout remettre en question et qui va faire tomber la firme, parce que pendant toute la série, c'est Matt qui va prendre l'affaire Punisher, parce que Matt s'identifie à minima au Punisher, parce que le Punisher est un justicier comme lui, et Foggy, lui, Foggy est contre, parce que pour lui, Punisher c'est un mec indéfendable, il a tué un innombrable nombre de personnes. Et au final, Matt sera tellement pas là durant l'affaire que c'est lui qui va devoir défendre le plus le Punisher, jusqu'à perdre l'affaire, et à la fin il choisit d'arrêter avec Nelson et Murdock, ce qui fait qu'ensuite il va devenir procureur, comme dans les comics d'ailleurs, dans les comics aussi, il finit par devenir procureur, et c'est ça qui marchera bien dans la saison 3, où du coup il va essayer de devenir procureur, de se battre contre Black Tower, pour contrer la libération de Wilson Fisk. Et c'était pour ça que c'était assez intéressant qu'ils introduisent toute sa famille dans la saison 3. Donc on introduit sa mère, son père, son frère. Et on voit à quel point Foggy, c'est vraiment le mec normal de cette série, quoi. C'est que lui, il a une famille nombreuse, il a un frère qu'il aime, une mère qu'il aime. C'est un peu le privilégié, c'est un peu le mec qui a réussi de la famille, c'est le petit riche. C'est le mec qui a réussi à percer dans la famille, c'est la fierté de la famille. Et ensuite, il se rend compte qu'en fait, sa famille se fait manipuler par Wilson Fisk, et donc il est obligé de perdre son combat contre Black Tower en tant que procureur, jusqu'à que le seul moyen pour qu'il réussisse à affronter Wilson Fisk, c'est en réunissant la trinité Nelson et Murdock et Page, pour du coup contrer Fisk et reformer la firme finale de la série qui est Nelson, Murdock et Page. Ce qui fait que Foggy est un excellent personnage. Au final, c'est qu'on peut trouver son arc peut-être un peu moins intéressant que d'autres arcs, on va dire, mais l'humour qu'a ce personnage, les convictions qu'a ce personnage, fait que l'acteur le gère parfaitement bien, et fait que même si c'est entre guillemets le gars normal de la série, il est très attachant, il est très humain. Et puis il y a l'humour qui va avec, il y a aussi sa relation avec Marcy, qui est sa love interest, dans la série, qui semble un peu être une avocate un peu connasse, mais on sent qu'il y a une espèce de tension entre les deux qui rend leur alchimie assez cohérente et qui fonctionne très très bien dans la diégèse de la série. Ce qui fait que même cette relation amoureuse-là, qui au début tu la trouves très bizarre, elle devient presque attachante, elle devient attachante en saison 3 quand Foggy est mis en danger par Fisk. Ce qui fait que son arc global fonctionne bien. Tout comme Karen, je sais que c'est un personnage que pas beaucoup de personnes apprécient, on va dire. Surtout qu'ils ont pris beaucoup de liberté par rapport aux comics avec Karen, pour le coup. Dans le sens où Karen dans les comics à la base c'est juste la secrétaire de Matt et Foggy, et ensuite elle va évoluer de manière à devenir la love interest de Daredevil et de Matt et Foggy, de Matt surtout de Matt. Et ensuite il y aura toute une période des comics où elle va devenir une actrice, elle va partir de New York, elle va devenir une junkie, elle va devenir une prostituée dans des bars, et elle va finir par faire n'importe quoi, et c'est un personnage qui va petit à petit descendre dans la dépression dans les comics, jusqu'à
et c'est ce qu'on va avoir jusqu'à dévoiler l'identité de Daredevil, ce qui sera quelque chose qui sera plus ou moins repris en saison 3, vu que tout ça fait partie de l'arc Born Again, mais on y revient après. Donc Karen, c'est un personnage, j'aime bien aimer l'idée qu'on fasse l'arc inverse pour Karen. C'est que pendant toute la série, on te laisse entendre que Karen a un passif mystérieux, en fait. C'est que elle vient d'arriver à New York, elle aime pas du tout New York, c'est pas sa ville de cœur, mais elle y est quand même parce que c'est le seul endroit où elle y trouve sa seule famille, entre guillemets, sa famille de cœur, qui est Matt et Foggy. C'est qu'elle a été inculpée pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. Pendant toute la saison 1, on essaye de la faire taire par rapport à l'affaire sur laquelle elle est reliée, jusqu'à qu'elle finisse par tuer Wesley, en fait. Et tuer Wesley, c'est ça qui va nous révéler que c'est un personnage qui est au final aussi dépressif, aussi détraqué que les autres personnages de la série, quoi. C'est que c'est un personnage qui a une prof qui est extrêmement brisée, déstabilisée, qui est très fragile, mais qui dit qu'elle doit se défend, et sort un gun. Et c'est un truc qu'on verra très très souvent par rapport à ce personnage-là. Et c'est ça qui devient plus intéressant quand on découvre d'où elle vient, en fait. Quand on découvre qu'elle vient d'une famille assez précaire, dans une ville lointaine, j'ai plus le nom de la ville malheureusement. Et donc tu avais eu cet épisode centré sur elle, cette demi-heure d'épisode centré sur elle. On découvre sa vie, où en fait, au final, elle a commencé sa vie en tant que prostituée, en fait. Donc ils ont fait l'inverse du comics Born Again, où elle devient une prostituée petit à petit, alors que là, elle était prostituée. Et au fur et à mesure que la série évolue, elle devient une meilleure personne, en fait. Elle part de prostituée, et à la fin, elle devient journaliste, quoi. Donc, j'ai apprécié le fait qu'on lui donne une évolution beaucoup plus optimiste, tout en montrant qu'elle a une part d'ombre, parce qu'elle a déjà tiré sur quelqu'un avant, elle a tué son frère à cause d'un accident, et donc c'est un personnage qui se voit un peu comme un personnage qui représente un peu une forme de poisse. Elle se voit comme maudite, en fait. C'est que partout où elle va, la mort l'accompagne, et c'est quelque chose qui va se confirmer malheureusement plus ou moins durant toute la série. C'est que c'est un personnage qui va prendre très très cher durant ces 3 saisons, et pas que ces 3 saisons, on va dire. Et c'est ce qui rend le personnage plutôt attachant, c'est que la relation avec Matt et Karen est assez naturel, en fait. C'est qu'il n'y a pas c'est pas de la dragouille, c'est que Daredevil, il y a beaucoup de relations avec Daredevil qui fonctionnent par la drague, parce qu'il y a ce côté aveugle classe, mais à la base, c'est surtout une relation d'amitié, de frères et sœurs qui feraient tout pour s'aider, pour s'entraider mutuellement. C'est que la série commence par Matt qui l'accompagne, qui l'abrite chez lui, par exemple, qui abrite Karen chez lui et qui la sauve. Et donc, il y a tout ce moment où il essaye de la protéger, en fait, jusqu'à qu'ensuite il commence à flirter et à commencer à former un vrai couple. Et tout ça se fait de manière naturelle, en fait, et ça fonctionne parfaitement bien, jusqu'au moment où tu as Matt qui commence à s'absenter de plus en plus, qui commence à cause d'Electra, le moment où Karen croise Electra, le moment où Matt n'est pas présent durant l'affaire Punisher, et où au final la vie, et j'ai bien aimé cette façon réaliste de dépeindre l'univers des super-héros, en fait, c'est que si tu te mets en couple avec un super-héros, il y a de grandes chances que tu le quittes, parce que le mec a beaucoup trop de responsabilités pour toi, en fait. C'est que le mec est toujours occupé, il a beaucoup trop de missions, et donc à la fin, Matt accepte, par pure déception de sa personne, de dévoiler son identité à Karen, en fait. Et donc c'est ça qui fait que le couple, au final, n'a pas duré longtemps, c'est qu'on sent que ce couple pourrait revenir à tout moment, mais malheureusement, tout ce qui s'est passé en saison 2 a un peu détruit le cœur qu'il y avait, en fait. Et c'est ça qui rend le tout intéressant jusqu'à la saison 3, où du coup, c'est aussi... Après, là, faudrait parler de Ben Urich, mais parlons de Ben Urich. Parlons du personnage de Ben Urich. Là, je trouve qu'il y a un côté... Ça va être particulier de le dire, mais je trouve qu'il y a un côté un peu The Walking Dead de la série Daredevil. Et pas que Born Again aussi, mais on y reviendra dans Born Again. Dans le sens où Daredevil est capable de faire des choix qui sont à l'opposé des choix que l'on a dans les comics, en fait. C'est que par exemple, on a le personnage de Ben Urich, qui est pour moi un peu le commissaire Gordon de l'univers de Daredevil. Parce que dans les comics, Ben Urich, c'est ce journaliste du Daily Bugle. Bon, là, c'est le bulletin de New York, parce qu'ils n'avaient pas les droits du Daily Bugle à l'époque. C'est ce journalisme du Bugle qui est extrêmement réputé, qui est très connu, qui est un peu la star de son bulletin, et qui, à un moment donné, va enquêter sur Daredevil et va découvrir l'identité de Daredevil, mais par pure humanité et par justice, il va choisir de garder l'identité de Daredevil pour lui-même, parce qu'il sait que Daredevil est un homme bon, et il va plus ou moins devenir l'informateur principal de Daredevil et l'aider dans ses différentes missions. Et donc c'est un peu le Gordon de Daredevil, quoi. C'est le mec qui va l'aider dans chacune de ses missions, qui sait qui il est, et qui a une vraie relation d'amitié entre lui et Daredevil, quoi. Il y a un peu ce côté Sherlock Holmes et Watson, qui est très intéressante. Et là, dans cette série, à peine Ben Urich rencontre Daredevil et instaure une relation de confiance avec Daredevil, que Wilson Fisk le tue, en fait. Alors que dans les comics, Ben Urich, c'est un personnage qui survit, le mec il n'est pas mort dans les comics, c'est un des personnages les plus réguliers de l'univers de Daredevil, et d'ailleurs c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans la saison 1 de Daredevil, et en réalité c'est un choix que j'ai toujours eu du mal, dans le sens où ça me dérange quand tu tues des personnages aussi importants, aussi tôt dans l'univers de Daredevil, quoi. C'est la première saison de Daredevil, et tu tues déjà Ben Urich, qui est l'un des personnages iconiques de l'univers de Daredevil.
Mais en même temps, je trouve que dans la diégèse de la saison 1, dans la pure objectivité de la qualité de la saison, bah, il fallait le tuer, parce qu'on était dans une période où on commençait à s'attacher à Wilson Fisk, et donc tuer Ben Urich nous permettait de nouveau le détester, et de maintenir sa position d'antagoniste aux yeux du spectateur. Et puis je trouve que l'acteur qui le joue est excellent dans le rôle, il a vraiment ce côté homme retraité, on sent qu'il y a une douceur dans son visage, c'est que c'est un journaliste qui est téméraire, qui va à fond dans ses affaires, mais on sent qu'il y a une douceur, la douceur de l'âge, de l'expérience. Et j'ai beaucoup aimé cette relation qui ne vient pas des comics, il me semble, de filiation qu'il a avec Karen, le fait qu'il prend Karen un peu comme son héritière, comme une figure un peu de fille. Et c'est aussi ce que sa femme disait à Karen à sa mort, c'est qu'il aurait aimé avoir une fille comme vous, et donc il a vraiment prise comme sa fille. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le sens où c'est un personnage qui est très intelligent, qui a du métier, et qui dans son métier de journaliste arrive à avoir des contacts chez les mafieux. Il y a un personnage qui s'appelle Silvio, qui est peut-être une version de Silverman des comics d'ailleurs, qui est un gangster de l'univers de Spider-Man d'ailleurs. Donc on sent qu'il a des contacts partout, il est très intelligent, il a l'œil sur tous les petits bouts de ce qu'il faut pour être un très bon journaliste. Et même on sent qu'avant de mourir, on sent qu'il limite était à deux doigts de découvrir qui était Daredevil, parce qu'il avait deviné que Daredevil était fils d'un boxeur déjà, qu'il y avait en tout cas un langage de boxeur en lui. Et tout ça pour nous instaurer cette relation de mari qui, avec sa précarité financière, essaie de prendre soin de sa femme qui est malade, qui est atteinte d'Alzheimer. Et donc, et la série Daredevil adore faire ça. La série Daredevil adore nous donner des fins douces amères. C'est que on est sur une série qui est assez cruelle avec ses personnages. Au final, c'est limite du Game of Thrones presque. C'est vrai qui aime bien donner de l'espoir à des personnages et puis les tuer la scène d'après. C'était un peu ce qu'on avait avec Ben Urich, quoi. C'était que avant de mourir, il était au bout du rouleau. C'est que le bulletin l'avait viré parce qu'il faisait n'importe quoi et le chef du bulletin, Ellison, ne le supportait pas, jusqu'à que Ben Urich finisse par penser que peut-être que lui bossait pour Fisk. En plus, il est en train de perdre l'argent pour essayer d'aider sa femme. Et à la fin, il réussit à avoir toutes les preuves pour inculper Wilson Fisk. Et au moment où il récupère ces preuves, et il est sur le point d'écrire un journal sur Internet, et tu dis, là, le mec va remonter à l'estime des gens, il va redevenir Ben Urich, le Ben Urich que tout le monde connaît. Et là, t'as Wilson Fisk qui est littéralement chez lui, et qui le tue et qui l'étrangle. Donc, c'est une fin qui est extrêmement triste, comme la fin de Madame Cardenas, qui était sur le point de récupérer son appartement, qui était sur le point de gagner son affaire judiciaire, et qui, la scène d'après, se fait tuer par un junkie, quoi. Donc, on est sur une série qui est vraiment sans pitié, quoi, la série Daredevil. C'est comme le père de Matt, c'est que il meurt en héros pour son fils, mais après, il se fait tuer, quoi. Il se fait assassiner par les criminels pour lesquels il a trahi son allégeance aussi. Donc, c'est un ton auquel il faut s'adapter, mais c'est un ton qui fait la sève de la cruauté de cette série, quoi. C'est une série qui est assez cruelle, qui fait que Ben Urich décède malheureusement, et donc on donne le rôle de Ben Urich à Karen durant le reste de la série, vu que Karen dans le comics n'a jamais été une journaliste, il me semble, et donc c'est elle qui va devenir une journaliste durant toute la saison 3 notamment, où elle va travailler avec Ellison, et c'est là que Ellison, c'est intéressant parce qu'Ellison on le voyait comme un connard dans la saison 1, parce qu'on le voyait que dans le prisme de Ben Urich, qui le voyait comme un journaliste qui faisait tout que pour l'argent, pas pour l'histoire en fait. Et donc, si ça rapportait pas l'argent, il allait pas écrire l'article, quoi. Et quand tu vois du point de vue de Karen, tu te rends compte qu'en fait, Ellison, c'est juste un bon gars, en fait. C'est un bon gars, c'est juste qu'il essaye de maintenir l'équilibre entre raconter une bonne histoire et maintenir son bulletin, en fait. Et donc, lui aussi va limite avoir une relation presque de père-fille avec Karen, qui fait que lui aussi a un peu une vibe à la Ben Urich. Mais Ellison, c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que lui aussi, comme c'est un journaliste aussi, il a de très bons dialogues, il est très charismatique, il a de très bons dialogues qui vont au tacle, et qui marcheraient très bien aussi. Et donc, Karen va évoluer par le biais de ce personnage-là, en tant que journaliste, jusqu'à confronter Wilson Fisk et le mettre en colère, ce qui fait que Wilson Fisk va envoyer Dex pour essayer de la tuer, jusqu'à la fin de la saison 3 du coup. Donc Karen, honnêtement, a un bon arc narratif, sans compter que c'est un personnage qui devient davantage ambigu, parce qu'il y a aussi toute la relation qu'elle va se créer avec le Punisher en saison 2. C'est ça le paradoxe, c'est qu'elle va commencer à quitter petit à petit Matt, mais en même temps elle va commencer à s'attacher de plus en plus au Punisher, et à comprendre un personnage comme lui, puisque elle aussi elle a perdu son frère, et elle sait ce que ça fait de perdre un membre de sa famille, et donc elle va limite accepter ce que fait Frank Castle, le Punisher aussi. Et Deborah Ann Woll est très très bien dans le rôle, elle est excellente aussi dans son interprétation de Karen Page. Et c'est vrai que c'est très étonnant de nous faire une telle adaptation de Karen Page qui survit si longtemps, parce que dans les comics elle finit par se faire tuer. Par exemple, on avait l'épisode de la saison 3, l'épisode 10, cet épisode est centré sur la backstory de Karen,
Et donc, comme tout épisode cliché de série télé qui s'impose, à la fin de cet épisode, vu qu'on a fait tous les origines de Karen dans cet épisode-là, à la fin elle va mourir, on imagine. Et là, les scénaristes te prennent au contre-pied, et en fait, c'est pas elle qui meurt, c'est le père Lantôme. Et ça, c'est un truc qui fonctionne bien parce que, en plus de ça, ça prend aussi en contre-pied les fans des comics, parce que dans cet épisode-là, ils ont adapté l'arc des comics, l'un des seuls arcs d'ailleurs de Frank Miller qui n'ont pas adapté, l'arc de Guardian d'Evil de Jeff Lobb, je crois, qui est en gros l'arc où Karen Page meurt. En fait, tu as Mysterio qui va engager Bullseye, donc le tireur, pour tuer Karen. Il va essayer de tuer Karen dans une église, comme dans cet épisode. Et à la fin, tu as Karen qui va balancer un bâton de Daredevil sur Daredevil, et Karen s'interpose au milieu et meurt à sa place. Et donc tu as ce plan iconique de Daredevil qui tient Karen sous ses bras avec la croix du Christ au-dessus de lui, qui a été reprise dans la série mais qui a été inversée parce que du coup c'est Karen qui survit dans cet épisode-là et c'est Daredevil qui se fait malmener, et c'est le père Lantôme qui s'interpose entre Karen et Bullseye pour mourir à sa place. Donc ils ont réussi à adapter un comics tout en piégeant les fans. Et je trouve que c'est un truc qui est très... C'est ça qui remet tout en cause la perception de ce qu'est une adaptation, en fait. On est sur une adaptation, et donc ce qui dit adaptation dit... On va pas adapter un comics au pied de la lettre, on va vous surprendre. On va jouer avec les connaissances que vous avez de ce comics-là pour vous donner un autre résultat. Et c'est ça qui marche, et c'est l'exemple de Karen. Karen, c'est un personnage de The Walking Dead, en fait. C'est un personnage qui aurait dû crever en fin de saison 1, et qui est encore là en saison 4, quoi, avec Born Again. Donc... c'est la surprise du PSA, c'est ce qui marche bien, et c'est ce qui marche avec les prises de risque qu'ils prennent en tuant Ben Urich et en développant des personnages comme Karen Page, par exemple. Et donc je pense qu'il est temps également de parler de Wilson Fisk, et je pense que Wilson Fisk, pour moi, c'est l'un des personnages les plus difficiles à caster de l'histoire des comic books, parce que le Caïd, c'est un personnage qui a énormément de prérequis physiques, quoi. C'est déjà le mec qui doit être chauve, le mec doit être grand, et le mec doit être gros. Donc il faut qu'il soit... Et en plus, il faut qu'il ait un physique suffisamment ok pour qu'il puisse avoir des scènes d'action, parce que le Caïd a toujours eu des scènes d'action dans les comics et dans les dessins animés. Ces scènes d'action où il fonce un peu comme un taureau, en fait, où on sent que lui, il utilise sa force, il utilise toute sa graisse comme avantage pour battre ses ennemis, en fait. Et c'est quelque chose qu'ils ont parfaitement réussi à avoir avec Vincent D'Onofrio, pour le coup, dans le sens où déjà ils ont réussi à lui offrir des scènes d'action en tant que Caïd. C'est que, comme je dis, ils avaient utilisé la facilité, entre guillemets, en castant un bodybuilder en la personne de Michael Clark Duncan pour le film Daredevil. Et là, ils ont réussi à caster un véritable acteur qui n'est pas musclé, mais qui a de la graisse, et qui a la taille, et qui a le physique et le charisme en plus, pour jouer le Caïd. Après, Michael Clark Duncan était très très bon dans son Caïd à lui aussi, mais D'Onofrio est la version parfaite du Caïd très très clairement, dans le sens où pareil, dans les comics, je crois que le Caïd est très fort aux scènes d'action parce qu'il c'est pas juste un mec gros qui se bat bien, c'est un mec gros qui se sert de sa masse comme avantage dans les combats. Et c'est exactement ce qu'on a avec le Caïd, c'est que c'est un personnage qui a une rage en lui, qui arrive à se battre, qui a une tolérance à la douleur dès qu'on le met en colère, qui le rend très imprévisible. Et je trouve que par rapport aux comics, ils ont réussi, ils ont quand même pas mal réinventé le personnage dans un sens, parce que dans les comics, le Caïd a des origines différentes. C'est que souvent c'est un mec qui a grandi en Asie, qui a connu la paix en Asie, qui s'est entraîné au yoga, au sumo en Asie, et qui a gagné une sorte de paix spirituelle, et ensuite il revient à New York, comme dans la série, pour assouvir sa puissance. Il va devenir l'homme de main de Don Rigoletto avant de le tuer et de prendre sa place. Donc ça, c'est la partie qu'ils ont respectée par rapport aux comics. C'est vraiment le côté, son côté voyage initiatique en Asie et son retour à New York pour prendre le pouvoir de New York. Ça, c'est le truc qu'ils ont gardé des comics. Mais tout le passif qu'ils ont fait avec son père, qui voulait devenir maire, qui battait sa mère, qui était un connard, et lui qui était traité de gros lâche par son père durant toute son enfance, ça c'est un truc qu'ils ont complètement inventé pour la série, et c'est un excellent truc qu'ils ont inventé pour la série, quoi. Cet épisode-là était magistral, sur la manière dont il tue son père, il le massacre sans s'arrêter, et il le fait pas pour sa mère, il le fait pour lui, et donc c'est comme ça que le monstre naît, en tuant son père à l'âge de 12 ans, et donc c'est une origin story qui est très très intéressante, parce que ça le met en parallèle avec l'enfance de Matt Murdock, encore une fois. Ça montre quelque chose que je trouve qu'on n'a pas... Dans les comics, le Caïd, c'est un personnage qui est extrêmement stratège, qui est extrêmement intelligent, extrêmement fort dans la déduction des choses, et extrêmement lucide, en fait. Alors que là, on est sur la quasi-inverse de ça. On est sur l'inversement de cela, parce que la version de Wilson Fisk, j'ai beaucoup aimé cette idée d'avoir un personnage qui est en fait un gros bébé. C'est un gros bébé qui n'a jamais grandi le jour où il a tué son père. Cette vulnérabilité, cette fragilité en lui, jusqu'à l'âge qu'il a dans la série Daredevil, en fait. Et donc il contient une rage, la rage qu'il avait quand il a tué son père, il la contient toujours. Et dès que quelqu'un peut le mettre en colère pour des conneries, en fait, il va le décapiter avec une portière de voiture, quoi. C'est Wilson Fisk.
Et c'est ça qui rend cette relation entre la belle et la bête assez touchante avec Vanessa, parce que dans les comics, Vanessa existe, sauf que dans les comics, Vanessa est déjà sa femme depuis des années, puisqu'ils ont déjà un fils dans les comics qui s'appelle Richard Fisk, et qui deviendra le mafieux Rose, alors que là, on assiste à leur rencontre dans cette série, et donc on voit ce Wilson Fisk intéressé par l'art, qui est ému par l'art, par les détails, par l'histoire, son histoire qui reflète envers une œuvre d'art, donc The Rabbit in the Snowstorm, il me semble, donc qui est le tableau blanc iconique du caïd, qui rappelle le mur qu'il regardait le jour où son père tabassait sa mère, et le jour où il a tué son père, et donc je trouve que cette relation-là est l'une des plus belles relations amoureuses que j'ai vues de l'histoire des adaptations de comics. Dans le sens où on sent qu'il y a une fragilité en personne de Wilson Fisk. C'est que c'est un personnage qui a une rage, qui a un charisme, et en plus, Vincent D'Onofrio est tellement excellent dans le rôle parce qu'on voit qu'il se transforme complètement. Parce que quand vous voyez Vincent D'Onofrio en interview, ça a l'air d'être le mec le plus sympa du monde. Ça se voit que c'est un mec en or, qui a une voix super sympa, et là ensuite il se met en mode Wilson Fisk, et là il métamorphose complètement sa voix en fait. Il a une voix qui est beaucoup plus rock, beaucoup plus grave, qui fait qu'il habite le personnage, et en plus il a plein de tics qui montrent l'instabilité permanente du personnage. Par exemple, il bouge souvent ses doigts, pour symboliser un peu son stress, sa tentative de canaliser ce qu'il pense, c'est son anxiété. Et donc c'est un personnage qui est très fragile psychologiquement, qui a ce côté bébé instable, qui peut péter un plomb à tout moment, et qui a besoin de sa Vanessa pour le canaliser. Et c'est ça qui le rend très imprévisible, mais qui le rend également touchant, quoi. C'est cet amour profond qu'il a pour lui, c'est que tout ce qu'il ferait pour lui, il s'en fiche de lui, il s'en fout de sa vie, il s'en fout de sa personne à lui. Tout ce qu'il aime, c'est sa ville et sa femme. Lui, il est prêt à sacrifier sa vie pour les deux, en fait. Tout ce qu'il va faire, c'est pour sa femme, pas pour lui. Lui, il s'en fiche de lui. Il veut rendre sa ville meilleure et il veut rendre sa femme heureuse, en fait. Il veut tout lui donner. Et je trouve qu'il y a une relation, c'est que ils ont pas besoin de dialogue, ils ont pas besoin de monologue pour rendre leur alchimie palpable. Juste, ils se regardent et tu sens qu'il y a une passion, qu'il y a une complexité, une alchimie qui se crée entre Elliot Zurer dans le rôle de Vanessa et Vincent D'Onofrio dans le rôle, du coup, de Wilson Fisk. Et voilà, cette passion pour l'art, cette passion pour l'homme, et ensuite tu vois que Vanessa est tellement passionnée par l'homme qu'elle accepte de faire partie de sa vie de criminalité, en fait. C'est que Vanessa, c'est une femme extrêmement intelligente, elle peut apercevoir les gens quand ils leur mentent ou pas, notamment en tant que directrice de vente d'œuvres d'art, et c'est un personnage qui accepte totalement la part sombre de Wilson Fisk, et qui accepte de fusionner avec cette part sombre, en fait. Et c'est ça qui sera intéressant en saison 3, justement, quand Vanessa va revenir de sa longue période de convalescence, où justement dans cette saison 3 là, maintenant ça fait 2 ans qu'elle a pas revu Wilson Fisk, et limite elle est devenue plus cruelle que Wilson Fisk. Elle a vécu sous la joue de garde du corps durant 2 ans, et la limite, quand t'as Wilson Fisk qui hésite à faire tuer l'agent Nadim en saison 3, c'est elle qui va lui demander de l'exécuter direct. Et c'est là que je regrette un petit peu les plans que les showrunners auraient aimé nous donner pour la saison 4 de Daredevil, où en gros la grande méchante de la saison 4 aurait dû être Vanessa, parce que le Caïd aurait été en prison, et c'est Vanessa qui aurait repris son business, et serait devenue entre guillemets la nouvelle Caïd, et aurait été la méchante de la saison 4, ce qui aurait été un prolongement intéressant sur ce qui est devenu Vanessa en saison 3, c'est que limite Vanessa est plus cruel que Wilson. C'est que Wilson, au moins, il est humain. Wilson, c'est un personnage qui est humain, quoi. C'est un personnage qui a de l'instabilité, qui a de la peur, qui a du stress, qui a une rage. Vanessa, elle est juste froide en saison 3. On sent qu'elle donne des directives sans aucune émotion, et elle veut juste que le travail soit fait. Et on en parlera dans Daredevil Born Again, parce qu'ils ont quand même gardé les idées qu'ils avaient pour la saison 4 dans Born Again. J'ai hâte de voir d'où cela ça va mener durant le reste de Born Again. Mais c'est aussi ça qui rend le personnage de Vanessa aussi très très intéressante et très très charismatique dans son développement dans la série par rapport à Wilson Fisk. Et également, du coup, Wilson Fisk fonctionne également par rapport à la relation avec sa mère également. C'est que les deux femmes de sa vie sont sa mère et sa femme, et c'est pour ça qu'il va tuer Laurie, c'est pour ça qu'il va tuer Ben Urich. Et donc, il a le droit à cette évolution où il devient le menteur original, il ment tout le monde à la télé, c'est un giga menteur. Et en parallèle, il va faire des deals avec tous les plus grands gangsters de Hell's Kitchen. Et Vincent D'Onofrio, comme j'ai dit, est encore une fois excellent, c'est qu'il peut offrir des monologues absolument excellents. Je pense encore au monologue sur le Samaritain qu'il donne quand il est dans le fourgon de police à la fin de la saison 1, ou le nouveau monologue qu'il fait quand il est dans le fourgon du FBI en saison 3, sur le fait que l'amour est une prison et que la seule prison pour laquelle il sera jamais enfermé, ce sera l'amour, ce qui est quelque chose de très beau, qui le rend presque attachant comme personnage, alors que tu es censé le détester, quoi. Donc c'est ça qui fait que Wilson Fisk est l'un des plus grands méchants pour moi de l'histoire des séries télé, quoi. Dommage que Hawkeye et Echo aient un peu gâché une partie de son personnage, mais en tant que tel, dans cette saison 1, il est absolument excellent, et tu t'attaches à lui, et ensuite tu le détestes parce qu'il commet des actes qui sont impardonnables, et donc tu n'arrives jamais à penser tu ne sais jamais quoi penser de ce personnage, en fait.
de ce personnage, et puis j'avais beaucoup aimé sa relation avec Wesley. Déjà, j'ai bien aimé cet aspect du fait qu'il se fait passer pour l'idiot du bus. C'est que pendant toute la série, il se sert de Wesley pour que lui traduise ce que lui disent les Japonais et les Chinois. Et au final, on découvre qu'en fait, Wilson sait parler chinois et japonais, c'est juste il veut paraître faible par rapport à ses adversaires, en fait. Alors qu'en vérité, il est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, et ça, c'est typiquement un truc que le Caïd fait, quoi. C'est le Caïd, il est intelligent, il sait quoi faire, il gère ses ennemis. Il essaye de connaître mieux ses ennemis que ses amis, en fait. Et à la fois, en faisant ça, ça lui permet de tester Wesley, en sachant si Wesley traduit bien ce qu'il leur dit, et ça lui permet de tester ses ennemis aussi, au final, de voir comment ses ennemis le perçoivent. Et c'est aussi ça qui le rend très intéressant dans son intelligence, et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça débile qu'ils aient pas fait la même chose avec la série Echo, ou pourquoi dans la série Echo, il ne parle pas la langue des signes, alors que pour moi c'est complètement une antithèse de ce que devrait être Wilson Fisk, le Caïd. Donc ça aussi c'était assez décevant. Et par la suite, on avait tout son évolution en saison 2, où on voit que le mec réussit à contrôler la prison en devenant le Caïd définitif de la prison, en se servant du Punisher pour assouvir ses propres idéaux de vengeance, et en se servant du Punisher pour massacrer ses futurs ennemis à New York en attendant que lui sorte de prison. Donc on sent le stratège en lui, et il y a plein de scènes que j'adore de ce personnage, quoi. La scène où il confronte Matt Murdock en prison, où on sent vraiment les deux pires, on sent vraiment la rivalité entre eux, vraiment à quel point ce sont les pires ennemis du monde, et à quel point il est prêt à anéantir tout ce que Matt Murdock aime pour protéger Vanessa. Donc ça, c'est une scène qui marche bien, jusqu'à que Matt Murdock lui met un coup de poing, et c'est ce coup de poing qui va quasiment lui permettre de deviner presque que Matt Murdock est Daredevil, en fait. C'est que il sait qu'il est fils de boxeur, la sensation qu'il a ressentie en se prenant ce coup de poing, ça lui a fait penser au coup de poing que Daredevil lui a infligé en saison 1, en fait. Donc ça montre à quel point il est intelligent, et en dehors de ces scènes-là, t'as aussi la scène où il demande à tous les criminels de se taire en gueulant pendant que lui il mange son repas tranquillement, avec en plus sa routine qui est répétée dans toutes les saisons, de son œuf qu'il cuisine tous les matins aussi. Donc c'est un personnage qui est extrêmement fascinant, Wilson Fisk. Moi, j'étais pas fan du Caïd dans les comics. Pour moi, le Caïd, c'est juste un personnage extrêmement intelligent, extrêmement ambitieux, mais qui est extrêmement détestable. Et là, ils ont réussi à lui rajouter un pathos, une dimension qui est super fascinante, et d'autant plus avec le personnage de Wesley, qui est aussi un personnage que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un personnage qui n'est fait que pour exister pour une saison. Wesley, c'est juste le bras droit du Caïd, durant toute la saison 1, et pareil, c'est un personnage qui est extrêmement Toby Leonard Moore, et très charismatique dans le rôle. Il est vraiment, quand tu le vois, tu sais que le Caïd est pas loin, quoi. Il a un charisme, il a une classe qui le rend vraiment très cool. Il a ce côté gentleman qui le rend très charismatique. Et j'aime beaucoup cette relation de père-fils qu'il y a entre lui et le Caïd. Après, moi, j'aurais plus dit cette relation de frère ou d'amis, parce que je trouve que Vincent D'Onofrio fait pas son âge. Pour moi, ils ont pas trop d'écart d'âge, mais en fait, si, Vincent D'Onofrio a 30 ans de plus que l'acteur qui joue Wesley, donc c'est assez particulier. Mais oui, la relation qu'il a avec Wesley est assez touchante, parce qu'on sent que c'est le seul homme auquel il peut faire confiance. En fait, c'est comme un fils pour lui. Il fait tout ce qu'il lui demande, et même quand le Caïd ne l'appelle pas, il vient pour lui demander, pour savoir s'il a besoin de lui, en fait. Donc même Wesley, malgré la séquence de sa mort, où là ils sont censés te le rendre détestable, parce que là il menace Karen Page de la tuer, en fait, et il est en train de dire que même s'il va tout faire pour aider Wilson, lui il n'aime pas la ville de New York, et donc il va tout faire pour aider Wilson malgré tout, et il va tout faire pour massacrer la famille de Karen dès qu'il le pourra. Et malgré tout ce qu'il dit, malgré tout ça, par le prisme de Wilson, t'arrives à t'attacher à Wesley parce que carrément il le embrasse, il fait un bisou à son front quand il meurt, quoi, à son cadavre. On sent qu'il l'aimait complètement, il l'aimait énormément, et que c'était vraiment son meilleur ami, quoi. C'était presque comme un fils pour lui. Et Wesley dans les comics, il faut savoir que Wesley dans les comics c'est juste l'homme de main du Caïd, il a rien de plus, il a aucune personnalité de plus. Après ils se sont aussi inspirés d'un autre personnage du comics qui s'appelle l'Analyste, qui dans les comics est le mec qui représente le Caïd quand il n'est pas disponible durant les meetings avec les différents criminels de la pègre. Mais là aussi on était sur un personnage qui était très intéressant, avec une mort qui aura raison de lui, parce que c'est un appel téléphonique de Wilson Fisk, donc de sa vulnérabilité, qui va valoir sa mort face à Karen, qui l'aura sous-estimé du coup. Ce qui rend sa défaite d'autant plus poétique, on va dire, à Wesley. Et donc il y a aussi le personnage de Leland Housley, qui est dans le comics, est un ennemi iconique de Daredevil qui s'appelle le Hibou. Donc le Hibou qui est un mafieux gangster, qui en dehors de sa capacité de gangster est aussi un ancien maître comptable de la finance.
comme qui est son rôle dans la série. Dans la série, c'est le mec de la finance, qui est très intelligent. Et bon, ils ont pas fait tous les autres attributs des comics, que ce soit sa coupe de cheveux de hibou, ou le fait qu'il vole avec des ailes et des grandes ongles. Ça, ils ont pas fait tout ça. Mais on a quand même son attirail vert de hibou en lui, et je trouve que l'acteur est super drôle dans le rôle. C'est que on est vraiment sur le vieux mec aigri qui dit tout ce qu'il pense et qui est capable de maltraiter Wilson Fisk de la pire des manières verbalement, tout en ayant rien à faire. Et il en a tellement marre qu'ensuite à la fin il va essayer de trahir Wilson en faisant tuer Vanessa. Mais malheureusement, Wilson va découvrir ça et va tuer les Landes. Donc c'est un personnage qui était très très fun également comme ennemi ami de Wilson en tant que rival, dans le sens où l'acteur était très charismatique dans ce rôle de vieux con en fait. Et il faut savoir que l'un des plans que les showrunners avaient pour les saisons 4 et 5, c'était de ramener le fils de Leland, donc Lee Housley, et que lui serait devenu le hibou des comics, et aurait été l'un des méchants des autres saisons de Netflix. Malheureusement, même si on a eu Leland, qui est le hibou original dans les comics, on n'a pas vraiment eu le hibou non plus dans la série Daredevil, parce qu'on est aussi sur une série très terre à terre, on va éviter de faire des trucs très très kitsch, par exemple. On n'est pas allé jusqu'au bout sur ce personnage-là, mais j'espère que Born Again va penser à cette idée-là, et va peut-être nous ramener le hibou dans la série Born Again. En tout cas, je croise les doigts pour ça. On prie encore. Et on a aussi d'autres personnages de la mythologie de Daredevil. Il y a le gladiateur, il y a Melvin, le gladiateur, qui... Le casting est parfait d'ailleurs, le casting est absolument parfait parce que comme dans les comics, il est musclé, il est costaud, il est grand, il est chauve, il a une moustache. C'est Melvin les gars, c'est Melvin qui est dans les comics et le mec qui fabrique les costumes de Daredevil et qui va à un moment donné va lui-même devenir un justicier / anti-héros qui s'appelle le gladiateur, qui se bat avec des espèces de scies, avec un costume protecteur et avec une armure de gladiateur. Et moi j'ai bien aimé l'évolution qu'ils lui ont donnée à Melvin dans la série, où tu vois, on voit que c'est un personnage instable qui va tout faire pour sa Betsy, comme dans les comics, dans les comics tout ce qu'il fait c'est pour Betsy également il me semble, et on le voit aider Daredevil, on voit que lui aussi est super fort au combat, et on voit le côté gladiateur en lui parce que lui il est beaucoup plus brutal dans les scènes d'action. C'est que je me rappelle d'une séquence de la saison 3, il fonce sur un mec du FBI et ça détruit un conteneur en carton juste en fonçant sur le mec, et on voit à quel point le mec il est instable et à quel point le mec il est super balèze. Et justement on le voit évoluer petit à petit parce qu'au fil des saisons il va commencer à utiliser ses scies comme arme et il va commencer à se créer un costume avec le logo de gladiateur des comics sur son costume. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de voir sa transformation complète en tant que gladiateur parce que la série s'est arrêtée trop tôt. Et j'espère que Born Again va nous le ramener et qu'on aura enfin droit au vrai gladiateur. Parce que Melvin c'est mon goût. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre fabrique le costume de Daredevil. Je veux que ce soit lui qui fabrique le costume de Daredevil. C'est Melvin, les gars. C'est Melvin et j'espère qu'ils ramèneront Melvin. En tout cas, je croise les doigts pour qu'ils ramènent Melvin parce que le casting était parfait. Et je veux voir le gladiateur. On a aussi le personnage de Turk Barrett, qui est un peu le petit con de l'univers de Daredevil. C'est vraiment le criminel de bas étage qui fait des deals avec les bonnes personnes et qui arrive à s'en sortir avec les bonnes personnes. Et dans les comics d'ailleurs, ils volent souvent des costumes de super vilains pour affronter Daredevil. Et là, dans cette série-là, c'est pareil, c'est dans cette série-là, il apparaît dans quasiment toutes les saisons. Et à chaque fois, il se fait malmener par Daredevil. Dès que Daredevil a besoin d'une info, il vient vers lui, et lui, il se fait toujours avoir par lui, en fait. Donc il y a une relation presque comique entre lui et Daredevil, qui marche assez bien. Après, c'est un personnage qui apparaît aussi dans toutes les autres séries. Il est dans Defenders, il est dans Luke Cage, il est dans Punisher. Et c'est le mec qui est toujours là, quoi. C'est le mec qui s'en sortira toujours, c'est le petit gangster qui est là, et qui représente un peu l'essence un peu de Hell's Kitchen. J'espère aussi que Turk sera dans Born Again également. À un moment donné. Et d'ailleurs, dans le gladiateur, on peut aussi voir dans l'atelier de Melvin qui a le costume de l'un des plus grands ennemis de Daredevil, qui est l'homme aux échasses. Et on voit ce costume-là en petite référence de Daredevil. Et j'espère qu'un jour, ils vont oser, peu importe où, peu importe quand, confronter Daredevil face à l'homme aux échasses. Ça va être le plus grand combat de l'univers de Daredevil, ce truc. La référence aux comics de Frank Miller où le Bat-King Jack Murdock affrontait Carl Krill, qui est Absorbing Man dans les comics. Et ensuite, on a tous les autres personnages. On a les Russes, bien sûr. On découvre donc ces personnages russes, ces deux frères russes, qui sont des connards, qui vont kidnapper un enfant et tabasser son père en début de saison. Et au fait, en découvrant leur origin story, en découvrant leur fraternité, en fait, tu vas presque réussir à t'attacher à eux, alors qu'en fait, alors que ce sont des véritables connards, en fait. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui a le logo des 10 anneaux en tatouage, en référence, pour en faire une ref au MCU, parce qu'il y a des petites refs au MCU un peu partout, mais ça reste très très léger parce que c'était à l'époque où Marvel Studios n'avait pas les droits des séries télévisées, donc c'était Marvel Télé qui se chargeait de ces séries Netflix, du coup. Donc il y avait ce personnage-là qui était assez intéressant. Il y a le personnage de Nobu qui est aussi assez intéressant parce que c'est le personnage qui nous introduit à l'univers de la main, dans l'univers de Daredevil.
Donc l'univers de la main, qui est un univers absolument iconique de chez Daredevil, bien sûr, que c'est de là que débarque Stick, c'est de là que débarque Elektra, et donc j'ai bien aimé cette introduction au personnage de Nobu, qu'à la base qui est le japonais, qui parle mal à tout le monde, et ensuite tu vois que c'est un mec qui a énormément d'honneur, énormément d'égocentrisme, et donc à la fin c'est lui-même qui va accepter d'affronter Daredevil et de le démonter. Et c'est un personnage qui est inspiré en partie du personnage des comics Kagenobu Yoshioka, qui est le créateur, le fondateur de la main, mais également de Kiregi, qui est un personnage des comics de Frank Miller, et qui est un ninja qui, comme dans les comics, comme dans la série, va mourir 2 fois, une fois en se faisant décapiter, et une fois en se faisant immoler par le feu. Sauf que dans la série, ils ont inversé l'ordre, vu que Nobu va se faire tuer décapité en saison 2, mais il se fait immoler par le feu en saison 1. Et ce qui est intéressant avec la main, de manière générale, c'est le fait qu'on est un peu sur l'opposé de Daredevil, en fait. C'est que la main sont aussi des personnages qui ont une foi éternelle envers une croyance, sauf que eux sont prêts à tuer et à massacrer n'importe qui pour satisfaire cette foi. Là où Matt Murdock, Daredevil a quand même des limites à sa foi, pour le coup. Donc c'est aussi ça qui marche avec les personnages de la main, mais on en parlera pour la saison 2, donc... Par contre, je suis pas un grand fan du personnage de Brett. Brett, c'est le flic qu'on voit tout le temps dans la série. J'avoue que moi, j'en ai un peu... Je m'en fous de Brett, en vrai. Ça me dérange pas si on l'en voit plus jamais, Brett. Mais voilà, il est sympa, les vannes sur sa mère sont sympas. Et c'était sympa de voir l'évolution, de voir l'évolution de tous les flics ripoux de la série, de voir Hoffman, qui était un connard qui va tout balancer sur Fisk à la fin de la saison 1 aussi, de voir tous ces personnages évoluer dans cet environnement sans pitié. J'ai mal au ventre. On avait aussi le personnage de Madame Gao, qui est un personnage qui vient pas des comics, qui n'existe pas dans les comics, mais qui est extrêmement charismatique aussi, dans le sens où c'est juste une vieille mamie, en fait, c'est une petite mamie chinoise, qui est toute mimi, en fait, avec sa petite canne, tu la raccompagnes pour qu'elle marche bien. Et en fait, c'est peut-être la pire de tous les gangsters, en fait, c'est qu'elle est capable de massacrer tout le monde, et j'ai bien aimé la relation qu'elle avait de respect avec Wilson Fisk, et je vois que l'actrice était très 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 charismatique. J'ai trouvé ça par contre dommage qu'au fil des saisons et qu'au fil de l'univers Marvel Netflix, il nous est révélé qu'en final Madame Gao soit un membre de la main, parce que ça veut dire que du coup durant la saison 1 de Daredevil, on avait 2 membres de la main qui étaient Nobu et Madame Gao, et je suis pas très fan du fait qu'on confonde chinois et japonais du coup par rapport à ça, parce que la main c'est surtout les japonais, et après ils ont fait de la main une organisation mondiale, mais bon ça me dérange quand même, et justement, j'avais pas du tout aimé le fait que dans Defenders, on donne des scènes d'action à Madame Gao, et que tu as Luke Cage et Jessica Jones qui galèrent contre une mamie de 80 ans, et ça pour moi, ça a un peu détruit l'aura mystique qu'avait le personnage, parce que j'avais beaucoup aimé toute cette idée de ce personnage-là, qui avait cette aura mystique. Dès qu'elle apparaît, il y a une présence qui se forme, il y a une histoire qui se forme en elle, en fait. Et en plus, j'aime bien cette idée que tous ces dealers de drogue en fait soient des personnes aveugles en fait, des personnes qui sont aveuglées pour sa cause, pour sa foi, pour sa religion, donc qui en ont pareil la religion de Matt Murdock, et le fait que lui aussi soit aveugle comme eux aussi. Donc j'ai bien aimé ce parallèle avec ces dealers de drogue aveugles et Matt Murdock également. Donc il y a aussi ça qui fonctionnait très très bien.